Bonjour à tous et bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On est toujours Fanny et Anna, et avec ce nouvel épisode gros plan, on est aujourd'hui au cœur de l'actualité culturelle, puisqu'on va aborder une œuvre qui se joue en ce moment même à Paris, la comédie musicale Guys and Dolls. Tada! On va évoquer cette version scénique donc, mais aussi l'adaptation cinématographique de 1955. Alors tout d'abord quelques mots de la pièce. Donc il s'agit d'une comédie musicale qui a été créée en 1950 à Broadway et qui est, comme souvent, une adaptation. Donc ici une adaptation de nouvelles de Damon Runyon, un auteur qui dépeint les milieux de la pègre et des jeux d'argent new-yorkais dans le contexte des années 1920 et 30. La musique et les paroles sont signées de Frank Loesser, un très célèbre songwriter, qui a travaillé pour le cinéma et le théâtre musical et qui a écrit de nombreux standards, des chansons très très connues, comme par exemple la chanson Baby It's Cold Outside, la chanson particulièrement ambiguë sur le thème du consentement. Tout à fait. La chorégraphie est signée là aussi de quelqu'un qui est bien rodé à la comédie musicale, qui est Michael Kidd, qui obtiendra d'ailleurs pour cette chorégraphie de Guys and Dolls le Tony Award de la meilleure chorégraphie. C'est d'ailleurs ce qui fait que Michael Kidd est repéré par Hollywood, puisqu'il est aussi connu pour avoir eu une carrière à Hollywood. Il est notamment auteur de la chorégraphie du ballet Girl Hunt de Tous en scène, le ballet qui réunit Fred Astaire et Sid Charisse. Il a également signé les chorégraphies de Sept femmes de Barberousse, le film de Stanley Donen de 1954. Et Michael Kidd, il est aussi devant l'écran. Il joue aux côtés de Gene Kelly et de Don Daly dans Beau Fixe sur New York, le film de 1955, qui est une sorte de retrouvaille des marins dans The Town, le film de 1949. Et donc Michael Kidd est également auteur de la chorégraphie de la version film de Guys and Dolls, version de 1955, dont on parlera tout à l'heure. En ce qui concerne les auteurs, Guys and Dolls a été écrit en fait dans un premier temps par Joe Swerling, qui avait écrit une version plutôt sérieuse, et en fait la production a fait appel par la suite à Abe Burrows pour renforcer l'aspect comédie de la pièce. C'est un moment où les chansons étaient déjà écrites, il a été appelé pour donner un nouveau dynamisme au livret. Burroughs, c'était sa première expérience à Broadway, et par la suite, il a notamment coécrit Silk Stockings en 1955, donc dont on a parlé dans un épisode de All That Jazz, et How to Succeed in Business Without Really Trying en 1961, pour lequel il a retrouvé Frank Loesser, qui a écrit la musique et les paroles de cette pièce. Alors, petite anecdote sur Abe Burrows. Apparemment, c'est un cousin distant de Woody Allen, et c'est lui qui l'aurait aidé à faire ses premiers pas dans le monde de la comédie, en particulier de la comédie à la télévision, puisqu'il a travaillé pour le show de Sid César à la fin des années 50. Alors, Guys and Dolls a reçu une réception absolument dithyrambique lors de son ouverture à Broadway, critique et public, et il a reçu une moisson de Tony Awards. Meilleur musical évidemment, meilleur comédien pour Robert Alda, donc qui interprète le rôle de Sky, meilleure comédienne dans un second rôle pour Vivian Blaine dans le rôle d'Adelaide, meilleure chorégraphie, donc Fanny l'a dit, et meilleure mise en scène. C'est une pièce extrêmement connue qui a connu de nombreux revivals. Il y a eu notamment une version avec un cast entièrement noir en 1976, et vous pourrez le voir vous-même si vous faites des recherches sur Spotify par exemple, il y a beaucoup d'enregistrements différents qui sont disponibles de cette pièce. Parmi tous ces revivals, on peut signaler celui de Broadway de 92, qui est celui qui fait de Nathan Lane une star. Donc Nathan Lane, acteur comique qui sera la star de comédie musicale comme Les Producteurs ou encore La Famille Adams. Ensuite, on peut également signaler le revival de Broadway, cette fois de 2009, pour on va dire un mauvais record. C'est un record en termes de flop. C'est une production qui fermera après seulement 28 previews et 113 représentations, donc c'est vraiment très très peu pour un musical de ce type, donc vraiment un échec en 2009. Et c'est d'autant plus étonnant, je trouve, que c'est la même année où un revival comme celui de West Side Story connaît au contraire un triomphe, donc c'est pas une histoire de pièce trop ancienne pour l'époque, mais en tout cas ce revival a été vraiment jugé très peu inspiré. Plus récemment encore, on peut noter un revival de 2015, cette fois en Angleterre. C'est une production du Cheshire Festival, qui ensuite est parti en tournée dans toute l'Angleterre, et qui notamment en juin 2016 s'est arrêté pour son étape londonienne, a fait appel à
en tant que guest, donc pour seulement 8 semaines, à l'actrice australienne Rebel Wilson, dont nous avons déjà parlé dans Pitch Perfect. Ce podcast est d'une cohérence qui m'ébouriffe. Et on n'a malheureusement pas pu voir de vidéo de Rebel Wilson dans Guys and Dolls, mais moi j'ai vu quelques photos et je trouvais que, en tout cas, dans les costumes, ça ressemblait quand même pas mal à la version de Marini, dont on parlera tout à l'heure. À signaler également en 2017 une autre production entièrement composée d'acteurs noirs au Royaume-Uni, mais où l'intrigue est alors relocalisée à Harlem en 1939. Et pour le coup, cette production a reçu beaucoup de très bonnes reviews, enfin a été très bien reçue, et la relocalisation notamment a été jugée assez pertinente. D'ailleurs, les nouvelles originellement se situent plutôt dans les années 30, mais la pièce, elle, se situe dans les années 50. Alors Fanny, raconte-nous de quoi ça parle, Guys and Dolls. Alors, l'intrigue de Guys and Dolls se déroule dans le New York des années 1950. Nous avons le personnage de Nathan Detroit, qui est un parieur invétéré qui organise des soirées illégales de jeux d'argent. Il parie même à son ami Sky Masterson qu'il ne réussira pas à séduire la jeune Sarah Brown, qui est volontaire à l'armée du salut. Donc Sky Masterson va essayer pourtant de relever ce défi. De son côté, Nathan est fiancé depuis 14 ans à la danseuse Miss Adelaide, et celle-ci aimerait bien que le mariage se concrétise enfin. C'est donc à la fois des histoires d'amour sur fond de jeu d'argent que nous raconte cette pièce, qui va en fait se dérouler sur un temps très court, environ seulement 48 heures, tout comme West Side Story, dont nous avons également déjà parlé. Tout à fait. C'est vraiment une pure comédie, cette pièce, de type vaudeville évidemment au sens français du terme, Fanny. Donc une comédie légère qui repose vraiment principalement sur le comique de situation et des rebondissements nombreux, mais qui n'ont pas non plus des enjeux extrêmement grands, et qui tournent souvent donc autour d'histoires d'amour. Il y a une petite dimension backstage, on aime bien toujours mentionner le backstage dans ce podcast, via le personnage d'Adelaide, puisqu'elle est danseuse dans un nightclub, et il y a 2 numéros qui sont en fait des spectacles dans le spectacle. Avec un contraste assez fort entre cet univers des nightclubs qui est donc entièrement féminin et qui est souvent un moment d'homosocialité féminine, puisque c'est à ce moment-là que les quelques personnages féminins échangent quelques mots, on y reviendra, opposé au reste de la pièce qui se déroule principalement dans un univers très masculin, donc de joueurs et parfois aussi un peu de gangsters. Tout à fait. Et autre petite remarque que je voulais faire un peu générale, c'est cette histoire du pari, en fait, donc un protagoniste qui va parier contre d'autres qu'il peut séduire quelqu'un, qui, au cours de sa tentative, va tomber véritablement amoureux de la personne. La fille va s'en rendre compte, souvent c'est plutôt dans ce sens-là, c'est un homme qui parie qu'il va séduire une femme. Elle le découvre, mais évidemment à la fin ils se réconcilient. Ça c'est vraiment quelque chose qui est assez fréquent, c'est même un cliché absolu maintenant de comédie romantique et notamment de teen movie, de nombreux exemples. Si vous aimez les teen movies, vous saurez de quoi je parle. 10 bonnes raisons de te larguer, elle est trop bien, voilà, il y a beaucoup de films. Je me demande à quel point c'était novateur comme intrigue à ce moment-là, à l'époque. Alors, quelques mots à présent de la distribution originale et des personnages. Alors, le rôle de Sky a été créé par Robert Alda. Fun fact, il s'agit du père de Alan Alda, un acteur que j'aime personnellement beaucoup, mais voilà, je ne sais rien d'autre sur Robert Alda. C'est aussi mon cas. Ensuite, le personnage d'Adelaide, lui, il a été créé par Vivian Blaine, qui va reprendre le rôle dans le West End en 1953, puis dans la version cinéma, on en reparlera tout à l'heure. C'est un personnage qui porte vraiment énormément de l'humour de la pièce et qui est généralement joué par des comédiennes assez charismatiques qui ont vraiment une personnalité assez forte, parce que peut y avoir une dimension de ce personnage qui pourrait passer un peu pour une idiote, etc., qui n'est que là pour attendre, qui attend son homme, qui attend qu'il la demande en mariage, etc. Mais comme c'est toujours des actrices assez avec une vraiment personnalité forte, je trouve que ça renforce vraiment le personnage. Oui, c'est l'idée que la personnalité de l'actrice vient, comme elle contraste avec ses aspirations traditionnelles, ça sous-entend que c'est forcément à prendre soit au second degré ou en tout cas avec au moins une certaine distance. Oui, tout à fait, c'est ce qui fait que ce personnage est en fait très drôle. Le rôle de Nathan, lui, a été créé par Sam Levine, je sais pas exactement comment ça se prononce. C'est un rôle qui parfois va, même souvent, à des comédiens qui sont, on va dire, moins dans les canons physiques habituels, donc qui peuvent être soit un peu gros, soit pas très grands, etc. On peut penser donc à Nathan Lane, dont on a parlé, donc dans le Revival de 92. Et enfin, Sarah, ce rôle a été créé par Isabelle Bigley, c'est un personnage
qui est un peu terne du coup en comparaison avec celui d'Adelaide. C'est une jeune ingénue assez classique qui chante avec un très beau soprano legit, alors qu'Adelaide, elle, est plutôt une alto. Bon, là, on retrouve une classique répartition, on va dire, des types féminins en fonction des types de voix. Ouais. L'alto pour plutôt le personnage au caractère fort et enlevé, et la soprane pour la blonde ingénue. Bon, de West Side Story à Grise, on a souvent ces types-là. Un petit mot même un grand mot sur les chansons. Alors, c'est une pièce qui, en effet, se caractérise avant tout par le fait qu'elle comporte beaucoup de tubes. Enfin, pratiquement toutes les chansons de la pièce ont eu une vie presque en dehors de Guys and Dolls. Une particulièrement notable, c'est la chanson Sit Down, You're Rocking the Boat. Donc c'est un numéro qui vient un petit peu de nulle part parce que c'est au moment où, vers la toute fin de la pièce, ils sont en train de confesser chacun leur péché lors d'une séance de sorte de thérapie de groupe à la mission. Et un personnage secondaire humoristique, donc il répond au doux nom de Nicely Nicely Johnson. À chaque fois qu'on lui demande comment ça va, il répond Nicely Nicely. Et donc Nicely Nicely apporte ce numéro hyper entraînant, donc vraiment un 11 o'clock number, donc le numéro qui va réveiller le public au moment où il risque de s'endormir, dans la deuxième partie du deuxième acte. Et donc c'est un numéro qui est initié par un personnage, mais qui après se transforme en numéro d'ensemble, avec des chœurs qui viennent accompagner son chant. Ce numéro, on l'entreaperçoit dans Glee, je sais pas si tu te souviens, dans le pilote de Glee, les 5, on va dire, premiers membres de New Direction chantent cette chanson, c'est le moment où, en fait, ils sont pas encore très bons. C'est la fameuse performance ratée avant Don't Stop Believing. Et donc ils chantent ça et c'est Artie qui chante et du coup Rachel fait remarquer que faire chanter Sit Down un mec en fauteuil roulant, enfin bref, il y a tout un truc sur ça. Ah mais ouais, mais en fait c'est peut-être de là que j'ai entendu la... moi je pense que c'est quelque chose de récemment quoi, parce que... Ok. Et ça, elle revient même dans la saison 3 à un moment, parce que Glee est une série très nostalgique qui arrête pas de se rappeler d'elle-même tout le temps. Et dans la saison 3... c'est pour montrer la progression, parce qu'adaptation de la comédie musicale à la forme sérielle, à force de se répéter, il s'améliore. C'est du coup Will Schuester, donc le professeur de New Direction, on parle un peu comme si tout le monde avait vu Glee. Mais tout le monde a vu Glee. Qui arrive dans sa salle et il voit donc ces 5 élèves, qui ne sont plus les seuls membres de New Direction désormais, mais qui sont en train de se souvenir, donc ils rechantent cette chanson, et là il y a un plan sur Will, et on voit des images de la première fois qu'ils avaient chanté cette chanson, etc. Enfin, il y a toute quelque chose de nostalgique. C'est tellement bien écrit, je revois là. Alors l'autre chanson très très célèbre de Guys and Dolls, c'est Lug Be a Lady. C'est le solo de Sky, qui est donc accompagné de ses gangsters danseurs. C'est une chanson qui est célèbre à la fois pour son ambiance et son thème, la fièvre du jeu. Le personnage fait appel à Lady Luck, Lug Be a Lady, il parle bien évidemment du fait d'avoir de la chance. C'est une chanson qui est vraiment bien intégrée parce que c'est le moment où un point crucial de l'action va se jouer. Est-ce que Sky va gagner son pari et donc ramener tous ses joueurs à la mission, puisqu'il avait convenu avec Sarah de lui amener une douzaine de pêcheurs, et donc les joueurs étant des pêcheurs particulièrement bien appropriés, voilà, il doit les amener à la mission. Dans l'ensemble, je trouve que c'est un musical qui est vraiment bien intégré, donc dans le sens de integrated en anglais, c'est-à-dire qu'en fait, à l'exception donc des 2 chansons qui sont chantées par Adelaide avec ses girls sur scène et de Sit Down, comme on a dit, qui sort un peu nulle part, je trouve que toutes les autres chansons font vraiment avancer la narration, c'est assez bien écrit. Signalons également la chanson Adelaide's Lament, donc typique de chansons humoristiques pour femmes, de personnages féminins. Moi, ça m'a fait un petit peu penser à I Can Cook Too de Undertone, à savoir une chanson souvent très accessorisée, au sens où on est censé jouer beaucoup et bouger beaucoup en la chantant. Ici, elle a la particularité de tenir un livre, puisqu'en fait, elle lit. À mesure qu'elle chante, elle lit toutes les raisons qui font que pourquoi une fille célibataire est exposée à tout un tas de maladies, tout un plus grand nombre de maladies qu'une fille mariée. Un des trucs amusants de la pièce, c'est que en fait, ce personnage d'Adelaide est enrhumé du début à la fin. Oui, puisqu'elle n'est pas encore mariée. Et voilà, c'est pour ça qu'elle est malade. Autre chanson assez célèbre de la pièce, c'est A Bushel and a Peck. Donc celle-là fait partie des chansons qu'Adelaide interprète sur scène avec des backup dancers. C'est une chanson qui a été reprise de nombreuses fois, notamment par Doris Day. Doris Day dont vous entendrez certainement reparler très bientôt. Autre chanson assez connue, If I Were a Belle, qui est un solo chanté par le personnage de Sarah. Ce morceau a été repris notamment par Miles Davis. Et I've Never Been in Love Before, un duo amoureux qui lui a été repris par Chet Baker.
Donc là, on reste dans la logique de reprise de chansons de comédie musicale par des artistes de jazz. Donc là, si ça vous intéresse comme thématique, on en a un petit peu parlé avec Mathieu Truffinet dans notre épisode sur West Side Story. Et enfin, une chanson également très marquante, Marry the Man Today, qui est une chanson qui arrive à la toute fin de la pièce, qui est le seul duo féminin de la pièce. Donc la chercheuse Stacey Wolf, qu'on apprécie beaucoup avec Fanny, en parle dans son livre Change for Good. Elle l'appelle un duo collaboratif féminin. Donc on a 2 femmes très différentes, donc Sarah et Adélaïde, qui vont se retrouver autour de leurs similarités, en l'occurrence leurs problématiques amoureuses. Toutes les deux, elles veulent se marier, mais elles savent pas trop comment s'y prendre avec leur mec. Dans cette chanson, elles vont montrer leur côté pragmatique, donc elles décident d'épouser leurs amoureux respectifs, même s'ils ont des défauts, dans l'espoir de les changer plus tard, une fois qu'ils seront mariés. C'est une vision assez peu romantique, vraiment, elles sont pragmatiques. Mais voilà, elles montrent dans cette chanson qu'elles ont de l'esprit, de l'humour, de la ressource, et ce qui est beaucoup moins le cas, je trouve, dans les autres numéros. Et elles vont s'encourager l'une l'autre à être plus actives. Le côté collaboratif de cette chanson, je pense qu'il est particulièrement marqué par le fait qu'elle chante en harmonie, en fait, quasiment pendant toute la chanson, il me semble, non ? Beaucoup, oui. Et alors, harmonie et aussi question-réponse. Ouais, c'est ça, il y a à la fois alternance des voix et complémentarité dans les notes. Je sais pas, moi personnellement j'ai adoré cette chanson, enfin quand on l'a écoutée je me suis dit que c'était hyper beau et que c'était hyper beau en tant que duo, enfin vraiment ces duos où tu vois la collaboration des 2 personnages parce que c'est retranscrit musicalement quoi. Tout à fait, ouais. Rien à dire de plus. Donc voilà, d'ailleurs après ce numéro est tellement efficace pour les personnages qu'après ça en fait la fin de la pièce arrive très très vite puisqu'elles vont obtenir ce qu'elles veulent, c'est-à-dire le mariage, et donc ça se finit quasiment juste après ça. Moi une résolution presque décevante, en tout cas trop rapide pour être convaincante à mon humble avis. Enfin, je pense aussi parce que du coup, comme j'ai vu cette coopération se monter, je m'attendais à un truc qui suive derrière, et puis finalement, non, juste, c'est fini, quoi. Oui, complètement, c'est vrai que ça y a un côté un peu déceptif, quand on était là, yes, enfin, les meufs se retrouvent, et puis bon, c'est fini. Mais oui, puisqu'elles se sont mariées, qu'est-ce que tu veux qu'il leur arrive de mieux? C'est ça. Alors du coup, parlons un peu de cette version, justement, du Théâtre Marigny, que nous avons vu il y a très peu de temps avec Fanny. Elle se joue depuis le 13 mars, et jusqu'en juillet, avec une troupe et une équipe créative britannique. La mise en scène est assurée par Stephen Mear, qui est un metteur en scène, chorégraphe, qui a déjà officié sur des pièces que nous avons vues aussi, Singing in the Rain et 42nd Street au Châtelet, mais aussi plein d'autres musicals sur lesquels il a travaillé au Royaume-Uni. Personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé cette pièce, c'est vraiment de l'excellent entertainment. Hyper rythmé, hyper agréable, et j'ai notamment adoré les parties dansées, notamment l'ensemble masculin sur Luck Be a Lady. J'étais là, je voulais que ça se termine jamais, quoi. Ouais, moi aussi, j'ai vraiment beaucoup aimé, enfin, des super chorés, des super costumes aussi, enfin, je trouve ça très beau, l'assortiment de tuxedo coloré pour tous les joueurs, ça fait joli, ça fait pas guignol, enfin, je me dis sur le principe, c'est pas gagné. Oui. C'est des décors assez minimaliste pour le coup, il n'y a pas énormément de décors, j'ai trouvé, mais c'était efficace. J'aimais bien le ploc-ploc, je pense qu'ils étaient dans les égouts, du coup ça suffisait pour s'imaginer un ploc-ploc et une échelle. Après sur les interprètes, il y avait Rhea Jones, donc moi cœur, je l'aime beaucoup. C'est un rôle comique qui lui va très bien, qui surprend un peu par rapport à ce dans quoi je l'avais personnellement vu auparavant, donc Sunset Boulevard et 42nd Street, où elle était plutôt dans des rôles de diva en fait, de star, donc pas du tout le même type de jeu, des rôles un peu plus dramatiques, surtout Sunset Boulevard. Elle fait un accent, enfin même plutôt une voix qui fonctionne assez bien, je trouve, même si on n'aime pas trop les voix et les accents ici. C'est vrai, mais elle imite assez bien quelqu'un qui est enrhumé, c'est convaincant. On a imaginé, après en ayant vu le film, que c'était peut-être assez courant en fait de jouer le personnage avec ce type de voix, mais on n'a pas plus d'informations sur ce point. J'étais quand même étonnée, enfin c'est une question que je me suis posée, sur la différence d'âge entre les 2 actrices, entre les 2 rôles féminins. Ici, donc l'autre rôle féminin est joué par Claire Hals, qui doit avoir une vingtaine d'années, quand Rhea Jones a au moins 50 ans. Je pense. Et du coup, ça m'a un peu étonnée que ce soit pas questionné à un moment. Enfin, donc j'ai bien compris qu'elle avait attendu 14 ans avant de se fiancer, mais il y a quand même l'idée d'être face à 2 femmes qui sont un peu dans une homologie de situation. Donc moi, ça m'a quand même un peu étonnée, cette question de l'âge. Après, je pense que Rhea Jones est particulièrement âgée pour le rôle.
Oui, peut-être, ouais. Donc, enfin, peu importe, ça lui va très bien, mais par rapport aux autres interprètes, tu vois, quand Rebel Wilson l'a joué, bon, bah, Oui, c'est pas du tout le même... la question se pose moins, donc Ouais. je sais pas à quel point ils auraient pu l'intégrer, mais effectivement, ça m'a aussi questionné. Et alors, sur justement l'autre interprète que j'ai trouvé également excellente, l'autre interprète féminine, j'ai particulièrement apprécié, je voulais le signaler, le numéro If I Were a Bell. J'étais bluffée par sa capacité à jouer en chantant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'était Oui. à la fois hyper joué, mais excellemment bien chanté. Mais pas trop chanté non plus. Enfin, on voyait pas que c'était quelqu'un qui était en train de chanter, c'était vraiment quelqu'un qui jouait, et qui jouait en chantant. Alors que parfois, quand tu fais des chansons comiques, c'est moins ébouriffant d'un point de vue vocal. Enfin, bref, mais là, c'est vraiment un équilibre qui m'a... C'est vrai. Donc il faut épaté. savoir, pour préciser, que dans ce numéro, elle est censée être ivre, donc il y a une dimension comique. Comique et physique aussi, puisqu'elle n'arrête pas de se balancer, de faire mine de tomber, enfin des trucs qui C'est vrai. peuvent affecter la façon dont tu chantes, puisque voilà, tu bouges quoi. Tout à fait. Alors, quelque chose dont on voulait parler à propos justement de cette version du théâtre Marigny, c'est une déclaration en fait de Jean-Luc Choplin, qui est le directeur du Marigny, qui en fait a insisté sur le twist féministe qui serait donné à la pièce dans cette version par rapport à la version originale. C'est vraiment une question que je me pose, à quel point c'est vrai ou à quel point c'est un peu de la publicité. Parce qu'il faudrait pouvoir comparer avec le livret original, mais j'ai pas vraiment l'impression que la différence soit majeure. Moi, je suis pas très convaincue non plus. Enfin, quand t'avais noté ça sur notre document de préparation, j'étais un peu étonnée. Après, j'ai vu que tu disais que c'était une dépêche AFP, donc elle a été un peu repris directement, c'est ça Ouais, c'est repris un peu par toute la presse, du coup. C'est les éléments de langage de Jean-Luc Choplin qui sont repris tels quels, quoi. C'est-à-dire, bon, c'est assez classique, hein, je veux dire, notamment l'AFP, ils vont pas aller chercher, ils vont pas analyser avec un recul critique ce que raconte Choplin, mais juste pour avoir la citation, il dit « Nous revendiquons un féminisme sous-jacent. À la création, le vaudeville traditionnel machiste l'avait emporté. » Bon. Je suis vraiment pas convaincue, je pense pas que le livret ait changé. Pour changer l'intention d'une pièce, enfin au théâtre, il faudrait soit réécrire certaines paroles, soit ajouter des scènes. L'interprétation, bien évidemment, voilà. des comédiens, il fait beaucoup, mais... C'est la seule marge de manœuvre, c'est la direction d'acteur, quoi. D'actrice, en l'occurrence. Le côté rôle féminin affirmé, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais je pense qu'au théâtre, c'est déjà beaucoup plus courant qu'au cinéma, et qu'il y a quand même pas mal d'occurrences de ce type de duo. Enfin, encore une fois, Stacey Wolf l'a montré. Et bon, faut pas oublier non plus que même si elle manipule à la fin les hommes avec une sorte de malice comique, c'est quand même pour poursuivre le but, une fois de plus, du mariage, d'avoir des enfants, donc de rester dans un schéma très très traditionnel. Donc bon, est-ce que Monsieur Choplin veut voguer sur, je ne sais pas, une conception publicitaire que certains ont parfois aujourd'hui du féministe? Nous ne répondrons pas à cette question, mais... Mais, ceci dit, ça m'a fait penser à un sentiment que j'avais eu aussi, de manière un peu plus forte, parce que la pièce est un peu plus misogyne que Guys and Dolls, c'est Kiss Me Kate, qu'on avait vu au Théâtre du Châtelet, donc à l'époque où il était dirigé par Jean-Luc Choplin, encore lui, où il y avait une espèce de vague tentative, et où la presse en était aussi fait l'écho, de modernisation. Je me souviens notamment à la fin que le personnage féminin croisait les doigts derrière son dos lorsqu'elle déclarait sa soumission envers son futur mari. Donc comme si la pièce et le personnage adhéraient moins à ces visions rétrogrades et misogynes que l'œuvre d'origine. Mais je trouvais que ça faisait aussi un peu fake, et bon, c'était une production très chouette par ailleurs, mais on peut pas vraiment effacer la misogynie de Kiss Me Kate, enfin moi je vois pas trop comment. C'est encore plus fort que pour Guys and Dolls, pour le coup, qui est pas explicitement misogyne non plus. Enfin, voilà. Moi, il y a malgré tout, même si j'ai adoré, il y a un côté quand même un peu désuet qui n'a pas été sans me rappeler le Pyjama Game que j'avais vu il y a pas très longtemps à Londres. J'oscille toujours entre le fait c'est très très cool d'avoir des revivals de pièces très anciennes, des pièces des années 50, quoi. Pas des créations récentes. Mais bon, il y a quand même toujours évidemment un décalage sur le type d'histoire racontée lorsqu'on les joue aujourd'hui. Donc comment est-ce qu'on s'accommode du décalage? Enfin, je pense à ça parce que Pyjama Game aussi, il est très sur le thème guerre des sexes et... beaucoup plus sur le thème, sur ce thème-là.
Parlons à présent du film de 1955 qui répond au curieux titre français de Blanche Colombe et Vilain Messieurs, et ce qui m'a fait toujours très très souvent le confondre avec Pal Joey qui porte le titre français La Blonde ou la Rousse, et je sais pas pourquoi j'ai toujours un peu mélangé ces deux films à cause de leur titre français qui ne voulait à peu près rien dire. Et de la présence dans ces deux films de Frank Sinatra. Frank Sinatra, évidemment. C'est un film qui a été réalisé par Joseph Mankiewicz. Mankiewicz, c'est un grand cinéaste que j'adore, qui a réalisé des films exceptionnels, dont notamment L'Aventure de Madame Muir, qui est, donc je le dis ici, mon film préféré de tous les temps. Lettres conjugales, All About Eve, La Comtesse aux pieds nus. Et par contre, Guys and Dolls, c'est sa seule comédie musicale, qui a été produite par Samuel Goldwyn, puis distribuée par la MGM. Alors à l'époque, ça faisait 3 ans que Goldwyn n'avait pas produit de film. Il a vu la pièce à Broadway, il était très enthousiasmé, il a voulu le faire à tout prix. Bon, après, ça se passe aussi dans une mouvance de ce milieu des années 50, assez typique de se tourner vers des adaptations des grands succès de Broadway. Donc on voit qu'à l'époque, en 1950, encore une fois, Guys and Dolls sur la scène, c'est un très grand succès, on l'a dit tout à l'heure. Donc évidemment, c'est le type d'œuvre qui va attirer l'attention des studios. Et ça, c'est typique du milieu des années 50, puisque c'est à partir du moment où la comédie musicale et le cinéma en général perd un peu de sa superbe en termes de fréquentation, et où on va donc se conforter sur des valeurs refuges d'adaptation, donc de succès préexistant, plutôt que de développement de scénario original, qui avait pourtant caractérisé de la fin des années 40 au milieu des années 50. Les droits d'adaptation de la pièce vont donc se jouer aux enchères, et Goldwyn les remportera pour la modique somme de $1 million. Parlons maintenant du casting. Dans le rôle de Sky Masterson, on a Marlon Brando. Étonnant pour une comédie musicale. Étonnant. Paraît-il que Gene Kelly a été envisagé pour ce rôle, mais... On le voit bien. On le verrait très bien dans ce rôle, tout à fait, je suis d'accord. Mais bon, visiblement, Goldwyn, finalement, voulait plutôt Brando, et puis de toute façon, la MGM ne voulait pas prêter Gene Kelly, je ne sais pas pourquoi. Et d'ailleurs, Frank Sinatra voulait le rôle de Masterson à l'époque. Il a été un peu déçu de n'avoir que le rôle de Nathan Detroit, mais on va en reparler juste après. Marlon Brando, c'était une grande star déjà à l'époque, depuis le début des années 50. Il était devenu un sex symbole dans Un tramway nommé Désir. Si vous avez vu le film, vous savez pourquoi il est devenu un sex symbole. T-shirt déchiré, tout ça. Puis dans L'équipé sauvage, on l'a vu aussi dans Jules César, qui était un film déjà réalisé par Mankiewicz. Et Sur les quais d'Elia Kazan en 54 notamment. Donc vraiment déjà une star. Dans le rôle d'Adelaide, c'est donc Vivian Blaine qui reprend son rôle de Broadway. Elle est la seule des 4 acteurs principaux à reprendre son rôle. Betty Grable avait été envisagée mais n'était pas disponible. Et ensuite le rôle a été convoité par Marilyn Monroe. C'est aussi un rôle qui aurait été intéressant pour elle. Mais là pour le coup c'est Mankiewicz qui n'a pas voulu et qui en fait aimait beaucoup Vivian Blaine et voulait la reprendre. Dans le rôle de Nathan Detroit, je l'ai dit, donc c'est Frank Sinatra, qui d'ailleurs ne s'est pas du tout entendu avec Brando, je pense qu'il était un petit peu jaloux. Donc c'est un rôle qui s'inscrit dans la deuxième phase de la carrière cinématographique de Sinatra, quand il est un petit peu plus âgé, qu'il a une image beaucoup plus sombre que dans ses comédies musicales des tout débuts. Il vient de gagner un Oscar pour From Here to Eternity, Tant qu'il y aura des hommes, en 1953. Il a donc prouvé ses talents d'acteur dramatique, même si ici il va pas forcément les mettre vraiment à profit, puisque le rôle est assez mince, il faut l'avouer. On pourrait malgré tout souligner qu'il y a une grosse consonance dans cet organisateur d'activités illicites avec les liens que Sinatra lui-même entretenait avec la mafia, liens qui seront explorés dans le film Le Parrain, dans lequel on retrouve Marlon Brando. Incroyable de cohérence, cette remarque. C'est vrai. Voilà. Bien vu, bien vu. Le rôle donc de Nathan Detroit est assez modifié dans le film du fait de la présence de Sinatra, puisque, évidemment, on peut toujours dire que Sinatra, elle n'est pas totalement dans le canon de beauté hollywoodien. Malgré tout, il est tellement auréolé d'une aura de séducteur, parce que c'est un crooner, que le rôle en devient presque romantique. Enfin, il y a vraiment une dimension romantique plus forte dans ce personnage que le côté comique plutôt traditionnellement associé c'est ça, du coup, Nathan. je trouve que c'est étonnant parce qu'il correspond pas vraiment au personnage. C'est pas une personnalité comique telle que celle de Nathan Lane ou que celle du comédien dont malheureusement je n'ai pas le nom en tête qu'on a vu sur scène au Marigny, quoi. Oui, on est tout à fait dans un autre registre. Dans les anecdotes de tournage, j'avais lu qu'apparemment il jouait le soir à Vegas en même temps qu'il a tourné Guys and Dolls. Donc c'est assez sportif, faut s'organiser. Et j'ai aussi lu que Sinatra, comme pas mal j'ai l'impression de performeurs habitués à la scène,
Il aimait pas faire 10 000 prises. Il était plutôt en mode, on fait une fois, si ça va, on refait pas. Alors qu'apparemment, Brando, lui, c'était un fanat de le refaire 5, 6, 7 fois. On peut voir beaucoup plus, parce que 5, Ouais. 6, 7, même ça, c'est pas grand-chose. Ah ouais, je sais pas, c'est ce qu'il disait dans ce que j'ai lu. Ah oui, donc Sinatra, même 5 prises, ça le Ah ouais, saoulait. non, Sinatra, c'est genre une prise, quoi, apparemment. D'accord, c'est la bonne. Oui, Brando, en plus, c'était un acteur qui avait vraiment une formation d'acteur, Ouais, qui a fait Stanislavski, ouais. tout ça, donc je pense qu'il réfléchissait vachement, il intellectualisait son jeu. Peut-être Oui, ce qui n'est Sinatra, pas du tout beaucoup le cas moins. d'un Sinatra. Mm. Sinatra, c'est typique des gars qui se retrouvaient un peu par hasard devant un micro, puis devant une caméra, et qu'on fait un peu à l'instinct. Enfin, Ouais, sans doute. je le sens comme ça, quoi. Et apparemment, du coup, c'était assez compliqué, les scènes qu'ils avaient ensemble, pour l'un comme pour l'autre, assez pénible. Surtout que Sinatra, visiblement, était jaloux du fait que Brando ait eu le rôle qu'il voulait. Enfin, ça devait pas être l'ambiance sur le tournage, je sais pas. Alors, Sarah Brown, elle, a été interprétée par Gene Simmons, qui est une actrice dont on se souvient pas trop aujourd'hui, mais qui quand même a joué dans pas mal de films à cette époque-là. Et notamment, elle avait joué dans un film avec Marlon Brando l'année précédente, qui s'appelle donc Desiree, que je ne connais pas. D'autres actrices ont été envisagées pour ce rôle, notamment Grace Kelly et Deborah Kerr, mais elles n'étaient pas disponibles. Ce qui n'a pas du tout déçu Mankiewicz, puisqu'en fait, il était absolument dithyrambique sur la performance de Gene Simmons dans le film. Il l'a beaucoup aimé, il a trouvé qu'elle était très professionnelle et très, très bonne actrice. Et apparemment, ils ont découvert qu'elle savait chanter presque après l'avoir castée. Enfin, c'était presque une bonne surprise de savoir qu'elle avait aussi une jolie voix. D'accord, bon, de toute façon, ils auraient toujours pu la doubler, mais ils l'ont pas fait, Ouais. ce dont on va parler un petit peu après. Par ailleurs, plusieurs comédiens de la pièce originale ont repris leur rôle, dont Stubby Kaye, qui est donc l'acteur qui interprète le rôle de Nicely Johnson. Et là encore, c'est assez typique dans ce qu'il fait à l'époque, sur les adaptations de ces années 50. Sur Pajama Game, on va avoir le même phénomène, où on va remplacer les leads pour avoir des acteurs plus connus, mais pour le reste de la distribution, on va abondamment piocher dans l'ensemble du cast, enfin de ceux qui avaient tenu le rôle à Broadway. Donc justement, pour développer sur les chansons et la musique, chose assez notable, donc Marlon Brando et Gene Simmons, bien que pas spécialement chanteurs de formation, ne sont pas doublés. Gene Simmons a une plutôt jolie voix. Elle adopte pas le style soprano legit du rôle d'origine. Du coup, c'est moins élégant, c'est moins pro, mais il y a aussi une forme de naturel que j'aime bien, qu'on entend pas mal dans sa version de If I Were a Belle, qu'elle chante entièrement en belt, puisque de toute façon, si j'ai bien écouté, la tonalité, à mon avis, a été baissée pour qu'elle puisse l'interpréter de manière qui soit confortable pour elle. Moi, j'ai trouvé que la voix assez particulière de Marlon Brando était assez intéressante dans le chant, même si parfois je le trouvais un peu juste. Par exemple, dans Luck Be a Lady, bon, j'étais un peu en dessous, mais bon, ça marche très bien malgré tout. Je trouve que ça fonctionne, ouais. Alors, sur les questions d'adaptation, 5 chansons ont été supprimées dans le passage de la pièce au film. D'abord, A Bushel and a Peck, qui est une chanson qu'on a mentionnée tout à l'heure en disant qu'elle était devenue un tube, en fait. Peut-être qu'au moment du film, en 55, elle était déjà trop connue comme tube radio, puisque donc il y a eu, je disais, une version de Doris Day, mais aussi, avant cela, une version de Perry Como et Betty Hutton, qui était même sortie avant l'ouverture de la pièce à Broadway, parce qu'à l'époque, les chansons de comédie musicale, les producteurs cherchaient aussi à les recycler à la radio, en les faisant chanter par des stars, etc. Donc peut-être qu'à l'époque, elle était déjà encore trop connue. Après, je suis pas sûre que ce soit un argument. Des fois, on se pose des questions sur les raisons vraiment qui font qu'on enlève des chansons pour la version filmée, ou qu'on en rajoute d'autres. Enfin, c'est un peu mystérieux. Autre chanson supprimée, My Time of Day, qui était un court solo de Sky. I've Never Been in Love Before, un des 2 duos entre Sky et Sarah. More I Cannot Wish You, la chanson chantée par le grand-père de Sarah, qui désormais est devenu un oncle. C'est un petit peu bizarre. Oui, c'est vrai, je me suis demandé pourquoi. Je sais pas pourquoi ce changement. Et par contre, la suppression scandaleuse, c'est évidemment la suppression de Marry the Man Today, donc le fameux duo collaboratif féminin dont on a parlé tout à l'heure, puisque du coup, dans le film, les 2 personnages féminins n'échangent absolument pas un mot du début à la fin. Et du coup, la résolution que je trouvais déjà incongrue dans la version scénique, c'est encore pire dans le film, parce que c'est encore plus rapide et encore plus inexpliqué. Et alors, moi, la toute fin du film, justement, en sorte de double mariage,
Ce qui est d'ailleurs une modification, puisque dans la pièce, Sky et Sarah sont déjà mariés lorsque on voit donc Adélaïde arriver en robe de mariée. Là, c'est les deux couples qui se marient ensemble. Et cette thématique du double mariage, ça m'a fait penser à la fois à Gentlemen préfèrent blondes, enfin les hommes préfèrent les blondes, et à Calamity Jane, où on finit aussi sur un double mariage. Mais justement, on n'a aucun des aspects féministes de ces deux précédents films. Les hommes préfèrent les blondes en particulier, hein. C'est bien connu que dans ce film, si on a deux personnages féminins qui vont aspirer à se marier, c'est avant tout la complicité entre ces deux personnages qui est mis au premier plan, ce qui n'est encore une fois pas du tout le cas dans Guys and Dolls. Tout à fait. Du coup, 3 nouvelles chansons ont été écrites pour le film par Frank Loesser, donc l'auteur des chansons de la pièce originale. Ce sont Pet Me Popper, qui est un numéro d'Adélaïde et de ses girls déguisés en chats. J'avoue que ce numéro m'a laissé un peu perplexe. Donc c'est le numéro qui remplace Bushel and a Peck. Est-ce que c'était vraiment bien utile ? Peut-être que des tests auprès de spectateurs ont montré qu'il y avait une appétence particulière pour les numéros de chats, et que du coup, on a décidé de filmer un numéro de chat. C'est possible. Autre nouvelle chanson, A Woman in Love, duo entre Sky et Sarah qui vient donc remplacer I've Never Been in Love Before. Peut-être, voire sans doute, pour s'adapter aux voix de Brando et Simmons, qui étaient peut-être pas assez performantes pour ce duo. Et autre ajout, c'est Adelaide, qui est une chanson donc écrite spécifiquement pour Sinatra. C'est vrai qu'en fait, le personnage de Nathan dans la pièce ne chante pas énormément, donc il fallait en rajouter un petit peu pour la star qui était Frank Sinatra. Malheureusement, moi c'est une chanson que j'ai personnellement trouvée assez nulle, assez banale, il fait que répéter son nom en somme, Adélaïde, pas laisser un souvenir impérissable. Non, on est d'accord. Autre ajout pour Sinatra, c'est qu'il va donc chanter la chanson titre, Guys and Dolls, avec 2 autres personnages, donc Nicely et Benny. Dans la pièce, c'était juste ces 2 personnages-là qui chantaient cette chanson. D'ailleurs, il y a un moment rigolo dans ce numéro, c'est une rupture du 4e mur, quand il est fait allusion à un guy sitting home by a television set. On a Stubby Kaye, donc l'interprète de Nicely Johnson, qui pointe du doigt la caméra. Et les 3 personnages regardent la caméra comme s'ils regardaient le spectateur, qui ici en l'occurrence est un téléspectateur, parce que c'est un guy avec son television set. Et d'ailleurs, ce n'est pas la seule comédie musicale des années 50 qui parle de la télévision, ou en tout cas des téléspectateurs, parce qu'on pense aussi à Beau Fiction New York, qui a aussi cette même interrogation sur le spectateur de télévision. Tout à fait. Le musical inquiet par sans doute inquiet par l'industrie de la télévision naissante, en parle dans ses œuvres. Le film dans l'ensemble est une adaptation très fidèle de la pièce. En fait, il y a peu de choses qui sont coupées, et du coup, le film est assez long, en fait, il dure 2h30. J'ai bien aimé l'introduction entièrement dansée, donc ça, c'est complètement repris de la pièce, évidemment. Donc on a 5 minutes de numéro de danse, sans aucun chant, qui présente le lieu, donc les rues de New York, même si je trouve qu'on sent vraiment que c'est en studio. Il y a un truc où on n'arrive pas trop à croire aux extérieurs dans ce film. Et voilà, qui présente le type de personnages qu'on va rencontrer par la suite, donc des gangsters, des voleurs, des voleuses, des femmes séduisantes, etc. Et ensuite, un court numéro chanté entre des personnages secondaires comiques, avant de enfin rentrer dans l'intrigue à proprement parler. J'ai trouvé ça assez original comme introduction. J'ai pas eu d'autres exemples qui me sont venus, d'espèces de prologues comme ça. Évidemment, quelques années après, il y aura le fameux prologue de West Side Story qui va beaucoup plus loin dans ce genre de choses, mais je trouvais ça assez original. Moi, ça m'a un petit peu fait penser à certains débuts de numéros de Berkeley, pour le coup dans les années 30. D'accord. Mais typiquement, ces numéros qui sont censés se dérouler en extérieur, mais sur la scène d'un théâtre, enfin, sur un extérieur recréé sur la scène d'un théâtre, et qui, après, vont bien évidemment basculer dans un truc totalement onirique. Je pense à des bouts du numéro Dames, où on a aussi un peu des extérieurs rues de New York, mais qui sont bien évidemment, dans le film, censés être sur la scène d'un théâtre, même si c'est pas possible réalistiquement, enfin, on s'étendra peut-être un jour sur Berkeley, mais voilà, ce genre de faux extérieurs sur scène, ça m'a fait vaguement penser à Berkeley, et je suis tout à fait d'accord sur le coup des extérieurs peu crédibles. Enfin, pour moi, ça participe vraiment à l'aspect très théâtral de ce film. Effectivement, tous les décors font très carton-pâte, je pense que c'est même assez revendiqué, en fait. On voit vraiment que c'est des décors en 2 dimensions, je pense à la toute fin, notamment lorsqu'elle sort du local de la mission et qu'elle se retourne vers ce qui est censé donc être l'extérieur de New York, où elle voit des façades de théâtre et des buildings. On voit vraiment que c'est très stylisé et que ça fait très faux, mais je pense que c'est assez revendiqué.
je trouve ça très, très théâtral, notamment aussi sur les chansons. J'ai pas ressenti, notamment sur les numéros d'ensemble, un quelconque aspect de gommer l'aspect théâtral. Par exemple, je me suis fait la réflexion que sur Sit Down, You're Rocking the Boat, les autres pêcheurs font les chœurs, mais de façon extrêmement visible, alors qu'il aurait pu être fait le choix d'ici de prendre des voix extra-diégétiques, de rajouter en somme des ouhou pour compléter la chanson du personnage. Ici, les ouhou sont ostensiblement faits par les acteurs. Donc je pense vraiment que c'est une théâtralité sans doute assez volontaire, assez voulue. Ouais. Quelques petits classements à propos de... On aime les classements. On aime les classements à propos de Guys and Dolls. En 2004, l'AFI, donc l'American Film Institute, a classé numéro 42 la chanson Luck Be a Lady au palmarès des 100 plus grandes chansons de films. Je vous rappelle que la première de ce classement, c'est Over the Rainbow du Magicien d'Oz. Évidemment. Et en 2006, Guys and Dolls a été classé 23e dans la liste de l'American Film Institute des meilleures comédies musicales. Alors sur la question de la postérité, alors c'est un classique en fait, très connu des Américains, même s'il est moins connu en France, il a eu une bonne carrière en télévision, en vidéo, il est souvent monté dans les écoles comme West Side Story, donc évidemment ça en fait une œuvre vraiment très prisée des Américains. Ça explique aussi sans doute qu'il soit référencé de manière très évidente dans le tout dernier épisode en date de Crazy Ex-Girlfriend, donc au moment où on enregistre cette émission, donc il s'agit de l'avant-dernier épisode de la saison 4. Et de la série. Quand vous écouterez cet épisode, on aura Crazy fini. Ex-Girlfriend sera fini, donc on sera dans une autre ère, une ère un peu post-apocalyptique. mais là, dans le temps du présent, où on est avec Anne, il nous reste encore un épisode, c'est encore un monde surmontable. Et donc il s'agit de la chanson Love's Not a Game, qui est une référence directe à Luck Be a Lady. Oui, mais d'ailleurs ça s'explique par le fait que dans la narration de Crazy Ex-Girlfriend à ce moment, il est question de Paris. Je ne dis pas sur quoi, parce que bon, les gens n'ont pas tous vu la saison 4, mais bon, c'est carrément à propos, quoi. Et dans la série, ça rejoint 2 citations explicites de numéros, les 2 autres citations étant le numéro titre de Chantons sous la pluie et le numéro Diamonds Are a Girl Best Friend des hommes préfèrent les blondes. Là, on a une 3e citation directe d'un numéro. Je précise ça parce que plusieurs numéros de Crazy Ex-Girlfriend sont plus faits à la manière d'eux. On pense au numéro Settle For Me qui référence les numéros à la manière de Fred Astaire et Ginger Rogers. Ici, on a vraiment un numéro qui est cité directement, donc ça témoigne de la connaissance supposée préalable de l'œuvre par les spectateurs. Pour vous prouver que c'est une œuvre qui est encore connue et encore d'actualité, en fait, il y a régulièrement des projets de nouvelles adaptations cinématographiques. En 2013, on parlait d'une version produite par la Fox, avec Channing Tatum et Joseph Gordon-Levitt. Franchement, j'aurais eu envie de voir ça. Mais ça ne s'est pas fait. Et on a appris, en fait, dans Variety le 26 mars dernier, donc très récemment, que Tristar avait racheté les droits de l'œuvre et allait relancer le projet de nouvelle adaptation cinématographique de Guys and Dolls. Bon, pour l'instant, on n'a pas d'infos, ni sur le réalisateur, ni sur le scénariste, ni sur les comédiens, mais moi, ça m'intéresserait de voir ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, même si la question, encore une fois, de la modernisation se posera avec un sujet aussi désuet, j'ai envie de dire. On devrait faire notre casting idéal pour ce film en préparation. Mais oui, carrément. Je pense que Rebel Wilson a ses chances, hein. En tant qu'actrice de cinéma, elle est connue et tout. Bon, on vous laisse réfléchir. Dites-nous si vous avez des idées, faites-nous un petit commentaire sur Facebook ou sur Twitter, on est ravis. Merci beaucoup de nous avoir écoutés pour cet épisode de All That Jazz consacré à Guys and Dolls. N'hésitez pas à nous faire vos commentaires, à partager, à liker, enfin tout ce qui fait plaisir aux producteurs de contenu, comme on dit. Nous remercions nos partenaires Tony Comedy et l'Écran Pop. Et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. À bientôt.